Bonjour les amis, je m'appelle André Manoukian, je suis un ex-intermittent du spectacle et un néo-entrepreneur. Je voudrais vous parler avec nostalgie du temps où les musiciens étaient les patrons de la planète. Et ça remonte à la préhistoire. Dans les sociétés premières, le patron, c'était le sorcier. Et il avait un pouvoir, c'était la musique. La musique, pour les gens de la préhistoire, c'était le lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Quand on voulait, on dépendait des éléments, on dépendait de la pluie, on dépendait de l'abondance du gibier. Donc on disait au sorcier, s'il te plaît, parce que c'était lui qui parlait à ces éléments-là, tu peux pas faire quelque chose pour nous. Alors il prenait son bâton de pluie et il faisait des incantations. Mais il avait une obligation de résultat. Si au bout de 3 incantations, de 3 jours d'incantation, il n'y avait rien du tout, son bâton de pluie risquait de se le carrer. Enfin voilà, ça voulait dire quoi cette chose-là? Ça voulait dire que on sentait qu'il y avait des forces surnaturelles et qu'on sentait que finalement la musique était la chose à la fois physique et immatérielle qui nous reliait à ces forces spirituelles. C'est pour ça que de tous les temps, la musique a été un enjeu à la fois spirituel et en même temps comme quelque chose qui libère les pulsions. Donc du coup, on se retrouve avec Apollon d'un côté, comme dirait Nietzsche. Ça fait 5 minutes que je suis avec vous, je ne vous avais pas encore parlé de Nietzsche, et après il y a Deleuze qui va venir, vous inquiétez pas. Donc on avait une pulsion qui nous élève vers la spiritualité, qu'on ressent tous, et puis tout d'un coup une pulsion beaucoup plus dionysiaque, c'est-à-dire terrienne. En gros, la pulsion qui nous élève, c'est la mélodie qui est plutôt pure, et puis celle qui nous ramène avec nos forces animales, c'est la force dionysiaque. Alors après cette petite chose de mystique, celui qui joue, il a un pouvoir sur celui qui écoute. La musique exerce un pouvoir. On s'en rend compte tout gamin déjà. Moi, j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. Et quand je faisais mes premiers récitals, c'était évidemment devant le cercle familial. Alors, je jouais Beethoven, je jouais mon petit Bach, tout ça. J'avais une tata Philomène, c'était une terroriste de la joie. Elle me disait « Joue-nous les rois mages, joue-nous Sheila ». Bon, je jouais Sheila, mon père, ça l'énervait. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vous envoie du son ? On est fait à 75% de liquide, on est d'accord. Après, ça dépend des régions. Voilà. Donc, quand on vous envoie un son, ce son, il vous bouge physiquement. Deleuze, il dit la musique, elle crée des affects. C'est quoi des affects? C'est des transformations physiques du corps. Et il se passe un truc magique quand on joue devant des gens. On ne joue pas la même chose que quand on joue tout seul dans sa chambre, quand on est musicien. Ça veut dire qu'il y a une interaction entre le public et celui qui parle. Le premier qui a théorisé ça, il s'appelle Lacan, il faisait des séminaires. C'était un gros feignant. Ces séminaires, il ne les préparait pas. Mais quand il arrivait, qu'il voyait Picasso, qu'il voyait Cocteau, qu'il voyait tous les plus grands intellos de Paris, ça le mettait dans un état tel qu'il formulait des choses qu'il n'aurait jamais formulées si ces gens n'avaient pas été là. Ça veut juste dire un truc. Si tout à l'heure, je suis un tout petit peu bon, c'est un tout petit peu grâce à vous. OK ? Donc, cette interaction entre celui qui parle et celui qui écoute, elle est physique, elle est organique. Je vous envoie un son. Si vous n'êtes pas à l'écoute, je me mets à bégayer. La chose bizarre, c'est que le son qu'on vous envoie, nous, on l'écoute comme s'il était passé dans vos corps. Je vous envoie un truc, si vous aimez, vous faites « Ah !» Alors du coup, moi, ça me revient, je fais « Ah !» Et là, on va rentrer dans une spirale tantrique. Il y a ce phénomène mystique qui existe. Si vous parlez avec quelqu'un qui est à l'écoute, tout d'un coup, vous allez sortir des choses que vous n'auriez jamais sorties. Donc, cette interaction-là, elle est capitale dans le phénomène de la musique. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de la musique tout seul dans sa chambre. Petite histoire, donc, puisque le sujet, je crois que c'était du pianoforte à l'IA, on va remonter même un tout petit peu avant le pianoforte, c'est-à-dire, encore une fois, à l'âge des premiers hommes. Les premiers instruments de musique qu'on ait trouvés, ce sont des os de rennes troués par les loups qui chassaient les rennes. Les hommes sont arrivés par là, ils sont
que ça faisait un sifflet. Du sifflet, on est passé à l'os de vautour, qui est avec 4 flûtes. Là, on est en 40 000 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que déjà en 40 000 et en 50 000, on jouait des mélodies, on jouait des instruments, on a retrouvé des grottes avec des stalactites qui sonnaient et qui résonnaient. Mais mieux que ça encore, peut-être même qu'on faisait du son et lumière dans les grottes. Il y a un grand savant qui s'appelle Yegor Reznikov, qui est encore vivant. C'est un mathématicien, il est d'origine russe, et il adore chanter dans les églises. Il adore chanter les chants grégoriens. Comme il est mathématicien, chaque fois qu'il chante dans une église, il lève le nez, et il s'aperçoit en fait que les églises romanes, les églises du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, et je ne vous parle pas des cathédrales là, sont travaillées acoustiquement. C'est-à-dire qu'il y a des pièges de basse, on appelle ça des basses trappes, comme dans les studios. Donc du coup, ça veut dire que l'acoustique a un rôle à jouer par rapport à celui qui joue. Dans ce temps-là, il n'y a pas de micro, donc c'est important de faire des salles qui sont résonantes. Bref, ce mathématicien est obsédé par cette idée tout d'un coup d'acoustique. Un jour, il a un ami qui l'appelle, on vient de découvrir une grotte préhistorique dans l'Ariège. Il lui dit, tu veux venir la visiter? Il va être un des premiers. Il s'aperçoit d'une chose, c'est que les grottes, les salles où il y a des peintures rupestres sonnent et résonnent. Mieux que ça, quand ce sont des gros aurochs, quand c'est des mammouths qui sont représentés, le son renvoyé est grave. Et quand il y a des salles avec des oiseaux, le son renvoyé est aigu. Et quand il y a des salles qui ne sonnent pas, il n'y a aucune peinture. Donc du coup, il se dit, mais en fait, il y avait un lien entre les images et le son. Donc, on sait très bien qu'en réalité, dans ces grottes, les gens ne vivaient pas, que c'était des cultes. Ça voulait dire qu'ils représentaient les figures animales pour entrer en communication avec l'esprit des animaux. Et ça veut dire qu'ils chantaient aussi, qu'ils créaient de la musique. Encore une fois, cet aspect, il est hyper important. Là, on est dans l'acoustique, comment elle produit un son. On va aller maintenant au XIe siècle. On va faire l'abbaye du Mont Saint-Michel. Il y a un réfectoire qui est immense, qui est comme une nef. Ce répertoire, il est tellement grand qu'il a une réverbération de 10 secondes. Une réverbération de 10 secondes, ça veut dire un écho dingue. Or, le réfectoire, c'est l'endroit où les moines mangent. Il est une règle chez les moines, c'est que quand on mange en silence pendant qu'un frère fait la lecture des évangiles. Le problème, c'est que là, une fois qu'on a construit la salle, il y a une acoustique de 10 secondes. Comment il fait le gars? Vous vous rendez compte? C'est un écho qui est tellement dingue que ce qu'il dit est inintelligible. Alors on va développer une technique qu'on appelle la technique du recto tono. C'est pas un gros mot, recto tono, ça veut dire un seul ton. Et voici que le moine va se mettre à parler sur une seule note afin que ce qu'il dit soit complètement compréhensible. Là, il peut finir. Donc du coup, on n'a plus de confusion due à l'écho du son. Donc là, on a un exemple direct de cette manière de psalmodier sur une seule note afin que vous, mes frères et mes sœurs, vous puissiez comprendre ce que je dis, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de micro. Vous voyez l'interaction du lieu et l'interaction de la musique qu'il va produire. Maintenant, on est au XIe siècle, temps des cathédrales. C'était quelque temps avant la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Bref, on va faire Notre-Dame de Paris. Et là, on a une réverbe telle que cette fois-ci, les gens vont commencer à jouer avec l'écho. C'est-à-dire que je fais une note, Do, et la note est persistante, et tout d'un coup, je vais enchaîner sur une deuxième note, elle va se superposer. Le désavantage de ce qui se passe à Saint-Michel, ça va se transformer en avantage. Les Corses, ils vont faire la même chose avec le chant polyphonique, c'est-à-dire que là, on va inventer un chant à plusieurs voix. Mais le chant à plusieurs voix, on va l'expérimenter d'abord soi. On va jouer avec l'écho de sa propre voix. Les Corses et les Basques, ils n'ont rien à voir. C'est pas du tout la même civilisation, c'est pas la même langue. Ils se sont probablement, dans le temps, jamais rencontrés. Or, ils produisent le même genre de chant. Pourquoi? C'est l'écho des montagnes qui va leur imposer ce chant.
et qui va faire qu'ils vont jouer eux-mêmes avec l'écho de leur montagne. Dans les îles Canaries, c'est encore mieux, on va inventer un autre truc, c'est on appelle ça le gomero, c'est un langage sifflé. Ça sert à deux choses, à se faire plaisir, à faire de la musique, mais ça sert aussi à avertir d'une vallée à l'autre que l'envahisseur arrive. Donc nous voilà en train d'inventer le chant polyphonique au XIe siècle, c'est-à-dire un chant à plusieurs voix. Et c'est là qu'on va rentrer dans je dirais dans l'extrême sophistication et la beauté de l'harmonie classique occidentale. En Orient, on va rester, on n'a pas ces endroits qui résonnent de dingue. Donc on reste sur, je dirais, on va jouer avec une gamme pendant des heures et des heures, seul, jusqu'à la transe. Chez nous, en Occident, on va commencer à construire quelque chose de collectif, grâce à l'architecture, et petit à petit, parce qu'on s'est mis à simplifier de plus en plus nos mélodies. Les mélodies orientales, elles sont très sophistiquées. On joue avec les demi-tons, on joue avec les quarts de ton, on joue avec les mélismes. Et au bout d'un moment, on rentre en transe. Tout d'un coup, au 8e siècle, Charlemagne, il dit stop les gars. La transe, je suis pas sûr que ça soit très religieux. On va mettre de l'ordre dans le bordel. En gros, les religieux ont toujours essayé de mettre de l'ordre dans la musique parce qu'ils ont peur, parce que la musique, ça vous fait faire des trucs de dingue, ça vous fait chialer, ça vous fait la chair de poule ou vous avez envie d'envahir la Pologne. On ne sait pas pourquoi, mais ça vous fait faire des trucs de dingue. Donc, ils ont toujours essayé de contenir cette affaire-là. Plus on veut contenir la musique, et plus elle s'échappe. Charlemagne, au 8e siècle, il dit « Les gars, ça serait bien qu'on chante tous la même chose, parce que en Espagne, dans nos églises, on chantait le chant mozarabe, c'est du chant grégorien. En Italie, on chantait le chant ambrosien. Et en Gaule, on chantait le chant gallican. Mais le chant le plus oriental, il était en Gaule. Lui, il dit, ça suffit les gars. Tout ça, c'est trop, on va tous chanter la même chose. Il n'y a plus que 4 notes. Do, ré, ré, fa, ré. Fa, sol, sol, fa, ré, ré, do, ré. Qu'est-ce qu'on va inventer ? On va inventer la modulation. Do, ré, ré, fa, ré. Fa, sol, sol, si, sol. Si, do, do, mi, do. Mi, fa, fa, la, fa. On se retrouve avec 4 petits cailloux, on va dire 4 notes. Et par un jeu de miroir, on va inventer le kaléidoscope musical. Ça, c'est Jean-Sébastien Bach qui va arriver au summum de ça. Les mélodies de Bach, c'est très simple, c'est 4-5 petites notes. Mais il va les déployer jusqu'à nous fabriquer des rosaces sublimes. Donc là, on rentre dans l'âge d'or de la polyphonie avec cette règle incroyable du contrepoint. Donc, toute cette histoire de la musique, que j'essaye de faire très courte, vous voyez qu'elle est liée aux conditions du son, c'est-à-dire, 1, à l'acoustique, aux gens à qui elle est destinée, et 2, évidemment, aux instruments qui vont la produire. On a produit très vite des instruments de musique. Encore une fois, avec une flûte, vous pouvez jouer l'essentiel. Mais voilà que il va y avoir une révolution. La première révolution, je vais la mettre au clavecin, du passage du clavecin au pianoforte. C'est quoi le clavecin? C'est un luth amélioré avec une mécanique. Et tout d'un coup, M. Zilberman, facteur de clavecin, a l'idée de mettre un petit marteau, le son va être plus fort. Et voilà qu'on va construire un instrument qui a une force sonore incroyable, qui est le pianoforte, qui va donner le piano, sans lequel Beethoven n'aurait pas pu exister. Pourquoi? Parce que sur cet instrument, on va pouvoir se déchaîner, on va pouvoir exprimer une forme de passion qui était contenue. Très court, Bach faisait de la musique pour Dieu, Mozart faisait de la musique pour la nature. Mozart, il décline l'accord parfait, do, mi, sol, do, mi, do, sol, mi, do, sol, do, mi, ré, do. C'est ça son génie. Avec juste 3 notes, il arrive à faire des symphonies de dingue. Et c'est pour ça que la musique de Mozart fait faire du bon lait aux chèvres, parce que c'est un phénomène naturel de la note avec ses harmoniques. Et Beethoven, ça va être le premier qui va parler de lui. Beethoven, il va écrire dans sa musique « J'ai mal au cul, j'ai des hémorroïdes, je me suis fait plaquer ». C'est le début du romantisme. Le romantisme, c'est quoi? C'est qu'on parle de ses souffrances, on parle du jeu. Bach parle de Dieu, Mozart de la nature, Beethoven de ses chagrins d'amour.
Pour finir, dernière révolution, parce que je vois que l'heure tourne, et pour moi, je vous assure que c'est un putain d'exercice de faire court, mais je vais tâcher de le faire. Il y a la révolution électronique qui va arriver, qui va faire dire à Mick Jagger, dans toute l'histoire de l'humanité, les musiciens auront été riches pendant 30 ans, de 1970 à l'an 2000. Après, hélas, avant, non. La première histoire de la musique, c'est quoi? Quand l'industrialisation de la musique arrive, les premiers cachetons, si on parle de la musique populaire, mettons que ce soit le jazz, c'était les truands qui tenaient ça. Donc c'était les truands qui tenaient les boîtes de nuit de Chicago quand le blues et le jazz a commencé à faire les premiers disques. Et puis ensuite, petit à petit, ça va être des passionnés qui vont avoir des labels. Et tout d'un coup, l'industrie, elle a commencé à décliner quand on a mis des contrôleurs de gestion à la tête des maisons de disques. Avant, c'était des passionnés complètement foutraques qui claquaient tout le pognon, mais qui aimaient. On pouvait développer un artiste pendant 4-5 albums, même si ça marchait pas parce qu'on avait affaire à des passionnés. Le dernier passionné, c'est Eddie Barclay, on le connaît tous. C'était un pianiste de jazz. Il avait une histoire géniale, c'était que il faisait des séminaires dans des châteaux, il mettait auteurs, compositeurs, et vas-y, on se mélange, on boit, on fait tout ce qu'on veut, mais ça a été l'âge d'or de la variété française, parce que tous ces gens, ensemble, créaient un truc de dingue. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, chacun est tout seul derrière son ordinateur. Alors notre idée, à nous, entrepreneurs, avec MatchTune, avec un programme qu'on appelle En Programme, c'est de se dire, on ne peut pas être face-to-face avec un ordi. Au bout d'un moment, on a envie de se frotter aux autres. Sauf qu'on est au XXIe siècle. Alors mon idée, c'est de créer une communauté de gens, et j'ai commencé à faire ça sur Twitch. Ils m'envoient leur son, et je leur dis, ça c'est vachement bien, mais ça tu devrais faire comme ça. Parfois c'est un petit détail. Quand vous êtes tout seul dans votre coin derrière votre ordi, et qu'il suffit qu'on vous déclenche un truc, tiens, ça y est, ça marche. Et petit à petit, j'ai créé une communauté qui sont tous en train de s'entraider les uns les autres, en train de bosser ensemble, et on a pu refaire du collectif sans lequel on n'est à rien du tout. Parce qu'encore une fois, le jour où un robot il produira une jolie mélodie, ça sera le jour où il aura éprouvé la douleur d'un chagrin d'amour. Et je pense qu'on a encore quelques temps. Alors pour finir, très court, je vais vous lire un magnifique poème. J'ai écrit à un ami qui s'appelle ChatGPT et je lui ai dit, ça va mal. Fais-moi une chanson sur une rupture amoureuse. Et voilà ce qu'il m'a produit. Nous avons dansé sous la pluie et nous avons ri jusqu'au matin. Maintenant, tout ce qui reste, c'est un cœur brisé et malheureux. Refrain, c'est une séparation où nos chemins se séparent. Mais je garderai toujours les souvenirs de toi et moi. Moi, quand je vois ça, je regrette les To Be Free, franchement. Donc, je pense qu'on a encore pour un bon moment d'être peinard. Voilà. Merci les amis.